Les néons émettaient leur bourdonnement familier au-dessus du Sunrise Diner, projetant leur lumière blanche et crue sur les banquettes en vinyle craquelé et les comptoirs tachés de café. Pour Laura Davis, ce bruit était devenu la bande-son de sa survie. À 26 ans, elle se déplaçait dans les allées étroites avec une efficacité acquise à force de pratique, équilibrant les assiettes et remplissant les tasses de café grâce à la mémoire musculaire acquise en travaillant 3 ans d'affilée en double service. C'était mardi, 11h30 du matin, la zone morte entre le petit déjeuner et le déjeuner, lorsque le restaurant retenait son souffle. La caisse contenait exactement 47 $ et 32 cents. Laura le savait car elle l'avait compté 2 fois. Son loyer était dû dans 4 jours et il lui manquait 200 $. Encore une fois. La clochette au-dessus de la porte tinta et Laura leva les yeux de la table 6 qu'elle était en train d'essuyer pour voir un homme entrer. Il n'avait pas sa place ici. Tout en lui criait « Argent !» de son costume anthracite parfaitement taillé à sa démarche calme et assurée. Ses chaussures coûtaient probablement plus cher que ce que Laura gagnait en un mois. Il choisit la banquette d'angle et se glissa sur le vinyle usé avec une économie de mouvement qui trahissait quelqu'un habitué à être observé. Laura attrapa un menu et un verre d'eau, s'efforçant d'arborer un sourire professionnel malgré le nœud d'angoisse qu'elle avait dans l'estomac. Les hommes comme lui ne venaient généralement pas au Sunrise Diner, à moins d'être perdus. « Bonjour », dit-elle en posant le verre d'eau. « Je vous apporte un café pour commencer ?» L'homme leva les yeux et Laura se retrouva face à des yeux de la couleur des nuages d'orage. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé au premier abord, peut-être la trentaine, avec des traits anguleux dignes d'une couverture de magazine. Quand il parlait, sa voix était grave et sonore. « Un café noir, et je prendrai la tarte la plus fraîche que vous ayez. Ce sera une tarte aux pommes, dit Laura en se retirant derrière le comptoir. Sa collègue Marcy se glissa à côté d'elle sans même essayer de cacher son regard. « Bon sang, Laura, tu vois ce costume? C'est Jason Moore. » Laura fronça les sourcils en versant le café. « Qui? » Jason Moore, Moore Industries. Il possède la moitié des entreprises technologiques de la Silicon Valley. Cet homme vaut environ 12 milliards de dollars. Marcy baissa la voix jusqu'à murmurer « Que fait-il dans un endroit comme celui-ci » Laura jeta un coup d'œil au milliardaire qui regardait maintenant par la fenêtre avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui résout des problèmes complexes dans sa tête. Elle haussa les épaules, peut-être qu'il aime la tarte aux pommes. Quand elle revint avec sa commande, Jason Moore examinait quelque chose dans sa paume. En posant l'assiette, elle aperçut ce qui ressemblait à une vieille pièce de monnaie noircie par le temps. « Voilà, monsieur, une tarte aux pommes fraîche et un café. » Il leva brusquement les yeux, refermant la main sur ce qu'il tenait. « Merci. » Laura était sur le point de s'éloigner quand quelque chose attira son attention. En tendant la main vers sa tasse de café, il retroussa légèrement sa manche, révélant une montre de luxe. Mais ce n'était pas la montre qui lui coupa le souffle. C'était ce qui tomba de sa paume et roula sur la table. Une pièce de monnaie, d'apparence ancienne, avec des marques étranges qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Sans réfléchir, Laura tendit la main et l'attrapa avant qu'elle ne tombe par terre. Le métal était étonnamment chaud et lourd dans sa paume. Alors qu'elle l'examinait, son cœur se mit à battre à toute vitesse. Les marques, le poids, la patine verte distinctive sur les bords, elle connaissait cette pièce. 3 mois plus tôt, sa grand-mère était décédée, laissant à Laura une petite boîte en bois remplie de ce que la famille considérait comme des bibelots sans valeur. Parmi celles-ci se trouvait une pièce exactement comme celle-ci. Laura l'avait apportée à un antiquaire par curiosité et la réaction de l'homme avait été immédiate et intense. Il lui avait proposé 500 $ sur le champ, puis 1000 lorsqu'elle avait hésité. Elle était partie sans la vendre, quelque chose dans son désespoir l'ayant rendue méfiante. La pièce se trouvait toujours dans son coffret à bijoux, chez elle. « C'est une pièce intéressante », dit Laura avec précaution en lui tendant la pièce. Les yeux de Jason Moore se fixèrent sur les siens, avec une concentration laser. L'air désinvolte qu'il avait maintenu disparut, remplacé par quelque chose de plus vif, de plus dangereux. « Où l'avez-vous déjà vu ?» La question était si directe, si chargée de sens, que Laura sentit son pouls accélérer. « Pardon ? Vous l'avez reconnu ? Je l'ai vu dans vos yeux. » Il se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à murmurer « Cette pièce est l'une des 12 jamais frappées. 11 d'entre elles ont été retrouvées, enfermées dans des collections privées et des musées. La 12e est portée disparue depuis plus de 60 ans. » Laura eut la bouche sèche. Elle posa la pièce sur la table entre eux, la main légèrement tremblante.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais elle savait. Le poids de cette connaissance pesait sur ses épaules comme une couverture de plomb. La pièce qui se trouvait dans la boîte de sa grand-mère, celle qui était actuellement dans une petite pochette en velours à côté des boucles d'oreilles en perles de sa mère, valait une fortune. Forcément. Jason Moore scruta son visage avec l'intensité d'un prédateur observant sa proie. « Je m'appelle Jason Moore. Je recherche cette pièce disparue depuis 15 ans. Elle appartenait à mon grand-père et a été volée dans notre propriété familiale en 1962. » Sa voix était calme, maîtrisée, mais Laura pouvait entendre la obsession sous-jacente. « J'ai suivi toutes les pistes, vérifié toutes les rumeurs, dépensé des millions en détectives privés et en contacts dans les salles de vente aux enchères. » Il prit sa pièce et la fit tourner entre ses doigts. « C'est une réplique. Une très bonne réplique, mais une fausse tout de même. Je l'ai fait faire pour aider à l'authentification lorsque la vraie réapparaîtra. » Ses yeux ne quittaient pas son visage. « Mais vous le saviez, n'est-ce pas? Vous avez vu l'original. » Laura se sentit piégée, coincée entre la vérité et un mensonge qui devenait de plus en plus difficile à maintenir. Le plus intelligent aurait été de tout nier, de prétendre qu'elle l'avait confondu avec autre chose. Mais en regardant Jason Moore, elle comprit qu'il n'était pas du genre à accepter les mensonges commodes. « Ma grand-mère avait quelques vieilles pièces, dit-elle finalement, d'une voix à peine audible. Je ne sais pas où elle les avait trouvées. » Le changement chez Jason Moore fut immédiat et électrique. Il se pencha si rapidement vers elle que Laura recula instinctivement. « Quel genre de pièces ? » ?»« Je ne sais pas. »« Des vieilles pièces, certaines étrangères, je crois. » Elle improvisait maintenant, essayant de gagner du temps pour réfléchir. Elle n'en parlait jamais beaucoup. Où sont-elles maintenant ? La question resta en suspens entre eux, chargée d'implications que Laura commençait seulement à comprendre. L'attitude de Jason Moore avait complètement changé. L'homme d'affaires raffiné avait disparu, remplacé par quelqu'un de désespéré et de dangereux. « Je les ai » admit Laura, regrettant immédiatement ses paroles. Jason Moore resta silencieux pendant un long moment, tapotant la table du bout des doigts. Quand il reprit la parole, sa voix était différente, plus douce, mais d'une certaine manière plus menaçante. « Miss Davis », il connaissait son nom. Bien sûr qu'il connaissait son nom. Les hommes comme Jason Moore ne tombaient pas par hasard dans les dîners. Je pense que nous devons avoir une conversation très sérieuse. Le sang de Laura se glaça. Ce n'était pas une coïncidence. Il n'était pas venu ici par hasard pour manger une part de tarte et boire un café. Il était venu la chercher, ce qui signifiait qu'il était déjà au courant pour la pièce. La question était de savoir ce qu'il savait exactement et ce qu'il était prêt à faire pour l'obtenir. « Je dois retourner travailler », dit-elle en se levant. « Asseyez-vous. » Ces mots étaient calmes, mais empreints d'une autorité absolue. « Je vous en prie. » Laura resta debout, la main agrippée au dossier de la banquette. « Je pense que vous devriez partir. » Jason Moore fouilla dans sa veste et sortit son téléphone. Il fit défiler quelque chose, puis tourna l'écran vers elle. C'était une photo de son immeuble prise depuis l'autre côté de la rue. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise ce matin-là. « Je sais où vous habitez, mademoiselle Davis. Je sais que vous travaillez ici et à l'épicerie le week-end. Je sais que votre loyer est de 450 $ par mois et qu'il vous manque actuellement 200 $. Sa voix était calme, neutre. Je sais que votre grand-mère était Elena Vasquez et qu'elle est décédée il y a 3 mois, vous laissant un petit héritage composé des faits personnels. Laura s'effondra dans la banquette, les jambes soudainement chancelantes. Le monde autour d'elle semblait basculer sur le côté. « Vous m'avez observé. Je surveille toutes les personnes liées à cette pièce depuis 15 ans. Le nom de ta grand-mère est apparu dans un catalogue de vente immobilière. Rien n'a été vendu car la famille a revendiqué les objets en premier. Mais le catalogue répertoriait plusieurs pièces de monnaie d'importance historique. Il se pencha en arrière, retrouvant son calme. Il a fallu 3 semaines à mes hommes pour retrouver le membre de la famille qui les avait revendiqués. La désinvolture avec laquelle il avait prononcé les mots « mes hommes » donna des frissons à Laura. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de pouvoir, du genre de ressources qui pouvaient faire disparaître une personne si elle devenait gênante. « Que voulez-vous » demanda Laura d'une voix creuse. Jason Moore sourit, mais son regard resta froid. « Je veux vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. » Il fouilla dans sa mallette et en sortit un porte-documents en cuir qu'il ouvrit avec une précision délibérée. À l'intérieur se trouvèrent des documents, des photographies et ce qui semblait être des certificats d'authenticité.
Laura se surprit à fixer des images de pièces identiques à celles cachées dans son appartement, chacune accompagnée de rapports détaillés sur leur provenance et leur valeur estimée. Le solidus de Constantin, dit Jason, sa voix prenant le ton respectueux de quelqu'un qui parle d'artefacts religieux. 12 pièces frappées en 337 après Jésus-Christ pour commémorer la mort de l'empereur Constantin. Chacune contient 3 onces d'or pur et porte des inscriptions qui en font l'une des pièces anciennes les plus précieuses qui existent. Il tourna une page, révélant les résultats des enchères. Laura écarquilla les yeux en voyant les chiffres. La dernière vendue publiquement a atteint 14 700 000 $. C'était en 2019 et elle était en bien moins bon état que celle que votre grand-mère vous a laissée. 14 millions de dollars. Ce chiffre frappa Laura comme un coup physique. Elle agrippa le bord de la table, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Sa grand-mère, qui avait découpé des coupons et économisé chaque centime, qui avait vécu dans un petit appartement et porté les 3 mêmes robes pendant des années, avait possédé quelque chose qui valait plus que ce que la plupart des gens verraient dans toute leur vie. « Comment savez-vous dans quel état elle se trouve ?» parvint à demander Laura. Le sourire de Jason devint prédateur. « Parce que je l'ai vu. Votre grand-mère a essayé de le vendre une fois, il y a environ 20 ans. Elle a contacté plusieurs maisons de vente aux enchères, mais lorsqu'elles ont commencé à lui poser des questions sur la provenance, elle a pris peur et s'est rétractée. » Il tourna une autre page, montrant une photo d'une Elena Vasquez plus jeune, debout dans ce qui semblait être une maison de vente aux enchères. Elle a eu raison d'être prudente. L'histoire de cette pièce est compliquée. Laura fixe la photo de sa grand-mère, une femme qu'elle pensait connaître parfaitement. « Comment ça compliqué ? Elle a été volée dans la propriété de ma famille en 1962 lors d'un cambriolage. Mon grand-père l'avait acquise légalement lors d'une vente privée, mais le voleur s'est enfui avec celle-ci et plusieurs autres pièces. La compagnie d'assurance a versé une indemnité, mais mon grand-père n'a jamais cessé de la rechercher. Il a transmis cette obsession à mon père, qui me l'a transmise à son tour. » Le regard de Jason s'est perdu dans le lointain, perdu dans ses souvenirs. J'avais 12 ans quand mon grand-père est mort, il m'a fait promettre de retrouver cette pièce et de la ramener à sa place. J'ai passé 23 ans et dépensé environ 40 millions de dollars pour essayer de tenir cette promesse. Le poids de son obsession s'est posé sur la table comme une lourde couverture. Laura pouvait le voir dans ses yeux, cette concentration exclusive qui avait consumé des décennies de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de collection, c'était personnel. « Donc ce que vous me dites, dit Laura lentement, c'est que ma grand-mère était en possession d'un bien volé. C'est une façon de voir les choses. » Jason ferma le portefeuille, mais je ne souhaite pas impliquer les forces de l'ordre ou les compagnies d'assurance. Cela compliquerait les choses pour nous deux et, franchement, après 60 ans, la situation juridique est pour le moins floue. Il se pencha en avant, baissant la voix pour murmurer « Je souhaite conclure un accord. Un accord généreux qui profitera à toutes les parties concernées. » Laura sentit les murs du restaurant se refermer sur elle. Les néons lui semblaient de plus brillants, le bourdonnement plus fort. « Quel genre d'accord ?» Jason fouilla dans sa veste et en sortit un chéquier. Le cuir était si souple qu'il ressemblait à du beurre, et les pages étaient épaisses comme du papier cartonné. « Fait d'1 million de dollars. » La vision de Laura se brouilla. 20 millions. Le chiffre était si élevé qu'il semblait abstrait, dénué de sens. Elle essaya d'imaginer à quoi ressemblaient 20 millions de dollars, ce que cela représentait, ce qu'elle pouvait faire avec. Cela résoudrait tous les problèmes qu'elle avait jamais eus et lui ouvrirait des possibilités dont elle n'avait jamais osé rêver. « Vous plaisantez. Je ne plaisante jamais avec l'argent, mademoiselle Davis. 20 millions de dollars pour la pièce, plus 1 million pour le dérangement et votre discrétion. » Il se mit à écrire, le stylo glissant sur le papier dans un murmure à peine audible. « Le chèque peut être entre vos mains dans moins d'1 heure. » Laura le regardait écrire, l'esprit en ébullition. 21 millions de dollars. Elle pourrait rembourser ses prêts étudiants, acheter une maison, voyager à travers le monde, aider sa sœur à financer les études de ses enfants. Elle pourrait quitter ses 2 emplois et ne plus jamais se soucier du loyer, des courses ou des factures médicales. Mais quelque chose la tracassait, une voix au fond de son esprit qui ressemblait étrangement à celle de sa grand-mère. Elena avait été prudente au sujet de la pièce, suffisamment effrayée pour renoncer à la vendre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui avait effrayé une femme qui avait connu la pauvreté et les difficultés et qui n'avait jamais reculé devant rien ? « Pourquoi autant ?» demanda Laura. « Si elle vaut 14 millions, pourquoi en offrez-vous 20 ?»
Jason s'interrompit dans son écriture et leva les yeux surpris. Parce que je veux que cette transaction soit claire et définitive. Pas de regrets, pas de remords, pas d'articles dans les médias sur la pauvre serveuse qui s'est fait escroquer par le méchant milliardaire. Son honnêteté était désarmante, mais elle révélait aussi autre chose. Il était désespéré. Les hommes qui valent 12 milliards de dollars n'offrent pas 50% de primes à moins d'être dans une position désespérée, et non de force. Vous avez dit que la situation juridique était floue, insista Laura. Que vouliez-vous dire ? Jason posa son stylo et l'observa avec un regain d'intérêt. Vous êtes plus perspicace que je ne le pensais. Vous m'observez depuis des semaines. Vous devriez savoir exactement à quel point je suis perspicace. Un sourire sincère illumina son visage pour la première fois depuis qu'il était entré dans le restaurant. Vous avez raison, la situation juridique est compliquée, car le délai de prescription pour le vol initial a expiré. Même si nous pouvions prouver que votre grand-mère l'a acquis illégalement, ce qui est impossible, aucun procureur ne se chargerait de l'affaire après 60 ans. Donc techniquement, il m'appartient ? Techniquement, oui, mais la propriété ne se résume pas à des subtilités juridiques, n'est-ce pas ? Il s'agit de la possession légitime, de rendre les choses à leur place. Sa voix prit un ton presque évangélique. Cette pièce fait partie de la collection de ma famille depuis plus de 80 ans. Mon grand-père l'a cherchée jusqu'à sa mort. Mon père a dépensé son héritage pour tenter de la retrouver. Ce n'est pas seulement un objet pour nous, c'est un morceau de notre histoire, de notre héritage. Laura pouvait entendre la douleur dans sa voix, le poids de générations de pertes et de recherches. Mais elle pouvait aussi entendre autre chose, quelque chose qui la mettait profondément mal à l'aise, un sentiment de droit. L'hypothèse que son désir, la douleur de sa famille, l'emportait d'une manière ou d'une autre sur sa propriété légale. « Et l'héritage de ma grand-mère » demanda Laura doucement. « Elle a gardé cette pièce pendant 60 ans. Elle aurait pu la vendre des dizaines de fois, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être que cela avait aussi une signification pour elle. » L'expression de Jason se durcit de manière presque imperceptible. « Votre grand-mère était en possession d'un bien volé. Elle ne le savait peut-être pas au départ, mais lorsqu'elle a essayé de le vendre et que les maisons de vente aux enchères ont commencé à poser des questions, elle s'en est rendue compte. Elle a choisi de garder quelque chose qui ne lui appartenait pas. L'accusation planait entre eux comme un gaz toxique. Laura sentit ses joues s'empourprer de colère. « Tu ne sais rien de ma grand-mère. C'était la personne la plus honnête que j'ai jamais connue. Si elle a gardé cette pièce, c'est qu'elle avait une bonne raison. » « Je suis sûr que c'était une femme adorable, » dit Jason d'un ton condescendant. « Mais les gens adorables font parfois des choix discutables lorsqu'ils sont confrontés à des pressions financières. » La condescendance dans sa voix déclencha quelque chose de violent dans la poitrine de Laura. Elle avait passé toute sa vie adulte à se faire rabaisser par des gens qui avaient plus d'argent, plus d'éducation, plus de tout. Elle en avait assez d'être traitée comme si sa situation la rendait moins digne de respect. « Vous savez ce que je pense ?» dit Laura en élevant suffisamment la voix pour que Marcy jette un coup d'œil depuis derrière le comptoir. « Je pense que vous avez peur, je pense qu'après 23 ans de recherche et 40 millions de dollars dépensés, vous êtes terrifié à l'idée que cette pièce puisse vous échapper à nouveau. C'est pourquoi vous offrez autant d'argent si rapidement. » Jason perdit son sang-froid pendant un instant, laissant apparaître quelque chose de brut et de désespéré. « Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Alors expliquez-moi. Faites-moi comprendre pourquoi ce morceau de métal a plus de valeur à vos yeux que la mémoire de ma grand-mère ou ma sécurité financière. » Jason resta silencieux pendant un long moment, tapotant la table du bout des doigts. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus douce, plus vulnérable qu'elle ne l'avait été toute la matinée. « Mon grand-père n'était pas seulement un collectionneur, c'était un historien, un homme qui croyait que préserver le passé était essentiel pour comprendre l'avenir. Cette pièce n'avait pas seulement de la valeur pour lui en raison de sa valeur monétaire. Elle était un lien direct avec l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de l'humanité. Il sortit son téléphone et fit défiler les photos jusqu'à celle d'un homme âgé debout dans ce qui semblait être une vaste bibliothèque. L'homme avait le regard bienveillant mais intense et il tenait ce qui semblait être un manuscrit ancien. La conversion de Constantin au christianisme a changé le cours de la civilisation occidentale. Ces 12 pièces ont été frappées pour commémorer non seulement la mort d'un empereur, mais aussi la naissance d'un nouvel ordre mondial. Mon grand-père a passé sa vie à étudier cette période et posséder l'une de ces pièces, c'était comme tenir un morceau d'histoire entre ses mains.
La voix de Jason s'est épaissie sous le coup de l'émotion. À sa mort, j'ai hérité de sa passion ainsi que de sa fortune. Chaque transaction commerciale que j'ai conclue, chaque entreprise que j'ai créée, a été au service de la promesse que je lui avais faite. Ramener notre histoire à la maison. Laura se sentit émue malgré sa colère. Elle pouvait voir dans les yeux de Jason le garçon de 12 ans qui faisait une promesse à son grand-père mourant. Mais elle pouvait aussi voir l'obsession dangereuse que cette promesse avait créée, la façon dont elle avait consumé sa vie et menaçait maintenant de consumer la sienne. « Je comprends que cela compte beaucoup pour vous », dit Laura avec prudence. « Mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous voulez. Cette pièce appartient à ma famille depuis 60 ans. Peut-être que ma grand-mère avait ses propres raisons de la conserver, des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'argent. » Jason se pencha en arrière, l'observant avec un nouveau regard calculateur. « Que faudrait-il pour que vous acceptiez ?» La question était simple, mais Laura pouvait en percevoir les nuances. Il s'agissait désormais d'une négociation et non d'une exigence. Elle avait le pouvoir dans cette situation, un pouvoir réel, et Jason Moore finissait par le reconnaître. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit Laura. « C'est la décision la plus importante de ma vie, et je ne vais pas la prendre dans un restaurant avec vous qui me fixez comme si j'étais une criminelle. » Jason acquiesça lentement. « Combien de temps ? Une semaine ? Non, 3 jours ? 5 jours. » Marché conclu, Jason se leva, laissant l'addition sur la table. Laura pouvait voir le montant écrit de sa main précise, 21 millions de dollars. « Mais comprenez bien, mademoiselle Davis, je ne suis pas le seul à connaître l'existence de cette pièce. Il y a des collectionneurs, des marchands et des individus moins scrupuleux qui feraient n'importe quoi pour la posséder. Mon offre s'accompagne d'une protection, d'une légitimité. D'autres offres pourraient ne pas être aussi civilisées. » La menace était subtile mais réelle, et elle sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'elle prit conscience de l'ampleur réelle de l'enjeu. Il ne s'agissait plus seulement d'elle et de Jason Moore, elle était assise sur quelque chose qui pouvait la rendre riche au-delà de toute imagination, mais qui pouvait aussi faire d'elle une cible. « 5 jours, répéta-t-elle, la voix ferme malgré la peur qui coulait dans ses veines. Jason acquiesça et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. « Miss Davis, cette pièce attend depuis 60 ans de rentrer chez elle, ne la faites pas attendre plus longtemps. » La cloche sonna lorsqu'il partit, et Laura se retrouva seule avec le chèque et le poids d'une décision qui allait tout changer. Laura resta figée dans la cabine longtemps après que Jason Moore eut disparu dans les rues de la ville. Le chèque était posé devant elle comme une arme chargée, les chiffres dansant devant ses yeux. 21 millions de dollars, écrits à l'encre qui semblait vibrer à la fois de possibilités et de dangers. Marcy apparut à ses côtés, une cafetière à la main et les yeux écarquillés de curiosité. « C'était quoi, ça ? On aurait dit qu'il allait soit t'embrasser, soit te tuer. » Laura plia soigneusement le chèque et le glissa dans la poche de son tablier. Le papier était chaud sous ses doigts, comme s'il contenait du feu plutôt que la simple promesse d'argent. Juste un client qui a des opinions bien arrêtées sur la tarte aux pommes. « Laura chérie, je ne suis pas née de la dernière pluie. Les hommes ne signent pas de chèques au petit déjeuner à moins qu'il ne se passe quelque chose de grave. » Marcy se glissa dans la banquette en face d'elle et baissa la voix. « Tu as des ennuis ?» La question resta en suspens, et Laura réalisa qu'elle ne connaissait pas la réponse. Était-elle dans le pétrin, ou le pétrin venait-il de sortir, laissant derrière lui une opportunité qui pourrait résoudre tous les problèmes qu'elle avait jamais eus ? « Je dois rentrer chez moi, » dit Laura en détachant son tablier. « Tu peux me remplacer ?» Marcy acquiesça, bien que l'inquiétude se lisait sur son visage. « Tu es sûr que ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Laura esquissa un faible sourire. « Quelque chose comme ça. » Le trajet jusqu'à son immeuble lui sembla interminable, chaque ombre semblant cacher des observateurs, chaque voiture qui passait une menace potentielle. Les paroles de Jason résonnaient dans son esprit. Il y a des collectionneurs, des marchands et des individus peu scrupuleux qui feraient n'importe quoi pour s'en emparer. Elle avait vécu toute sa vie dans un relatif anonymat invisible aux yeux de tous ceux qui comptaient. À présent, elle se sentait exposée, vulnérable, comme un cerf qui venait de réaliser qu'il était traqué. Son immeuble était une ancienne maison victorienne qui avait connu des jours meilleurs, divisée en 6 appartements exigus aux murs fins comme du papier et à la plomberie qui protestait à chaque utilisation. Laura gravit les escaliers étroits jusqu'à son appartement au 2e étage, ses mains tremblantes faisant tinter ses clés. À l'intérieur, son appartement lui semblait différent.
plus petit en quelque sorte, comme si le fait de savoir ce qui se cachait dans sa chambre avait modifié les dimensions mêmes de l'espace. Ce qui lui était familier lui semblait désormais étranger. Ses meubles d'occasion, sa collection de livres achetés dans des ventes de bibliothèques, la photo d'elle et de sa grand-mère prise quelques mois avant la mort d'Elena. Sur la photo, Elena souriait, mais Laura pouvait voir dans les yeux de sa grand-mère quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Un poids, une tristesse plus profonde que l'âge ou la maladie. Elena savait-elle quel fardeau elle lui léguait? Avait-elle compris le danger qui accompagnait cet héritage? Laura entra dans sa chambre, marchant d'un pas délibéré et mesuré. Sur sa commode se trouvait le petit coffret à bijoux en bois qui avait appartenu à Elena, sa surface usée par des décennies d'utilisation. Elle en avait examiné le contenu des dizaines de fois depuis la mort de sa grand-mère, mais toujours avec désinvolture, considérant les objets qu'ils contenaient comme des souvenirs sentimentaux plutôt que comme un trésor potentiel. Elle l'ouvrit maintenant avec révérence, les mains légèrement tremblantes, et écarta les boucles d'oreilles en perles de sa mère et le bracelet en argent qu'Elena portait tous les jours. Au fond, enveloppée dans un morceau de velours vieilli, se trouvait la pièce. Laura la déballait lentement, et même dans la faible lumière de sa chambre, elle pouvait voir les détails complexes qui la rendaient extraordinaire. L'or reflétait la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers sa fenêtre, et les inscriptions anciennes semblaient murmurer des histoires d'empires et d'empereurs disparus depuis longtemps. Elle la tint à la lumière, s'émerveillant de son poids et de son savoir-faire. Ce petit morceau de métal, pas plus grand qu'1 $ en argent, valait plus que la maison de la plupart des gens. Il valait plus que ce qu'elle gagnerait en 10 vies à travailler 2 fois plus au restaurant. Mais en l'examinant de plus près, Laura remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Sur un bord, à peine visible, à moins de savoir où regarder, se trouvaient de minuscules rayures qui formaient ce qui semblait être des initiales, EV. Elena Vasquez. Les initiales de sa grand-mère, gravées dans l'or qui avait été volé il y a 60 ans. L'esprit de Laura s'emballa. Si la pièce avait été volée en 1962, pourquoi les initiales d'Elena y figuraient-elles? Les avait-elle ajoutées plus tard, marquant ainsi sa propriété sur quelque chose qu'elle savait ne pas avoir le droit de posséder? Ou y avait-il une autre explication que Jason Moore ignorait ou avait choisi de ne pas partager? Elle repensa aux histoires qu'Elena racontait. Des fragments de son passé que Laura avait toujours supposé être embellis ou simplifiés pour être compréhensibles par un enfant. Elena avait grandi dans la pauvreté au Mexique, travaillant comme femme de ménage pour de riches familles américaines qui passèrent leurs hivers dans des climats plus chauds. Elle avait rencontré le grand-père de Laura, Roberto, alors qu'ils travaillaient tous deux pour la même famille, et ils étaient de tomber amoureux malgré la barrière de la langue et les différences culturelles. Mais il y avait toujours eu des lacunes dans l'histoire, des périodes de la vie d'Elena qu'elle passait sous silence ou dont elle changeait de sujet lorsque Laura posait trop de questions. Et si ces lacunes contenaient la véritable histoire de la façon dont elle avait acquis la pièce? Le téléphone de Laura vibra, l'attirant de ses pensées. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Je repense à notre conversation. N'oublie pas que le temps est précieux pour nous deux. J.M. » Le message lui glaça le sang. Comment avait-il obtenu son numéro? Mais alors même qu'elle se posait la question, elle se rendit compte que c'était une question stupide. Un homme disposant des ressources de Jason Moore pouvait probablement accéder à toute l'histoire de sa vie en quelques coups de fil. Une autre vibration, cette fois une image, une photo de son immeuble prise depuis l'autre côté de la rue, mais différente de celle qu'il lui avait montrée le matin même. Celle-ci avait été prise depuis l'intérieur d'une voiture et elle pouvait voir sa propre silhouette dans la fenêtre de sa chambre, éclairée par le soleil de l'après-midi. Il était en train de l'observer. Laura s'éloigna de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Elle essaya de se convaincre que Jason n'était pas dangereux, qu'il n'était qu'un homme d'affaires qui essayait de récupérer un héritage familial. Mais la surveillance, les menaces implicites, la démonstration désinvolte de son pouvoir sur sa vie suggérait quelque chose de plus sombre. Elle enveloppa la pièce dans son velours et la rangea dans la boîte, puis se rendit dans son salon où elle ne pouvait pas être vue depuis la rue. Son appartement lui semblait soudainement être une prison, et elle réalisa que sa vie avait fondamentalement changé à partir du moment où Jason Moore était entré dans le restaurant.
Elle ne pouvait plus revenir à l'ignorance, ni prétendre qu'elle ne possédait pas quelque chose que des gens puissants voulaient. Son téléphone sonna et le son strident la fit sursauter. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro de Jason. « Allô ?» répondit Laura en essayant de garder une voix calme. « Miss Davis, j'espère que vous ne m'en voulez pas de vous appeler. Je voulais m'assurer que vous compreniez bien toute l'étendue de votre situation. » Sa voix était différente au téléphone, à la fois plus intime et plus menaçante. Laura l'imaginait assis dans une voiture de luxe de l'autre côté de la rue, observant son immeuble pendant qu'il parlait. « Je comprends parfaitement, dit Laura. Vous voulez quelque chose que je possède et vous êtes prêt à payer pour l'obtenir. C'est plus compliqué que ça. Le monde des pièces de monnaie est plus petit que vous ne le pensez, et les nouvelles vont vite. À présent, plusieurs autres parties intéressées savent que le solidus de Constantin disparu a refait surface. La voix de Jason était empreinte d'une certaine urgence. Certaines de ces personnes ne sont pas aussi patientes ou civilisées que moi. Est-ce que vous me menacez? Je vous préviens, il y a une différence. Jason fit une pause, et Laura pouvait entendre le bruit de la circulation en arrière-plan, ce qui confirmait ses soupçons. Il se trouvait à proximité. Et j'ai passé 15 ans à nouer des relations dans ce milieu, à établir une relation de confiance avec les marchands et les collectionneurs. Je peux vous protéger des éléments les moins scrupuleux, mais seulement si nous parvenons à un accord. Laura ferma les yeux, essayant de réfléchir clairement malgré la peur et la confusion. Que se passera-t-il si je ne vous vends pas la pièce? Alors, vous vous retrouverez seul avec un objet valant 20 millions de dollars et aucun moyen légitime de le vendre. Les grandes maisons de vente aux enchères vous poseront des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Les collectionneurs privés vous proposeront des prix dérisoires ou tenteront de vous le prendre de force. Et chaque jour où vous le garderez, vous regarderez par-dessus votre épaule, vous demandant qui vous observe et ce qu'il prépare. Le tableau qu'il brossait était terrifiant par son caractère plausible. Laura n'avait aucune relation dans le monde de l'art, aucune connaissance sur la manière d'authentifier ou de vendre un objet de cette valeur. Elle était serveuse, issue d'une famille ouvrière, complètement dépassée par le monde des collections de grande valeur et du commerce international. « Il y a autre chose ?» poursuivit Jason, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Quelque chose que je n'ai pas mentionné au restaurant parce que je n'étais pas sûr que vous soyez prête à l'entendre. » Laura serra le téléphone plus fort dans sa main. « Quoi ? Votre grand-mère n'a pas volé cette pièce, mademoiselle Davis. Elle lui a été donnée en paiement de services rendus, des services rendus à ma famille. » Ces mots frappèrent Laura comme un coup physique. « De quoi parlez-vous ? Elena Vasquez a travaillé comme femme de ménage dans la résidence d'hiver de mon grand-père à Palm Springs de 1961 à 1963. Elle était présente lors du cambriolage et a aidé à identifier ce qui avait été volé. Plus important encore, elle a fourni des informations qui ont permis de retrouver plusieurs autres pièces. » Laura était sous le choc. Elena avait travaillé pour la famille Damour. Comment Jason avait-il pu omettre de mentionner ce détail crucial lors de leur première conversation? Mon grand-père lui était reconnaissant de son aide et lui a donné la pièce en récompense. C'était légal, légitime et documenté dans ses papiers privés. Mais lorsque la compagnie d'assurance a découvert ce paiement, elle a menacé d'annuler la demande d'indemnisation pour les autres pièces volées s'il ne signalait pas également ce vol. La vérité se dérobait sous les pieds de Laura comme des sables mouvants. Il a donc menti à la compagnie d'assurance? Il a choisi de protéger les intérêts financiers de la famille plutôt que la récompense d'une employée. C'était une décision commerciale, rien de plus. La voix de Jason ne trahissait aucune trace d'excuse ou de honte. Mais cela signifie que ta grand-mère était la propriétaire légitime de cette pièce, ce qui fait de toi la propriétaire légitime aujourd'hui. Laura ressentit un élan de justification mêlé de colère. Elena n'était ni une voleuse ni une receleuse. C'était une femme honnête prise au piège des manœuvres financières d'un homme riche. « Alors pourquoi proposes-tu de la racheter ?» demanda Laura. « Si elle m'appartient légalement, pourquoi ne pas me laisser la garder ? Parce qu'elle appartient au reste de la collection. Parce que mon grand-père a regretté cette décision toute sa vie. Parce que certaines choses ont plus de valeur que leur propriété légale. » La voix de Jason devint intense, passionnée. « Cette pièce fait partie d'un ensemble, mademoiselle Davis. Séparée des autres, ce n'est qu'un morceau de métal coûteux. Ensemble, elle raconte l'histoire d'un empire, du moment où le monde antique est devenu le monde moderne. » Laura pouvait à nouveau entendre l'obsession dans sa voix, cette détermination qui le guidait depuis plus de 2 décennies. Mais maintenant, elle entendait aussi autre chose,
un amour sincère pour l'histoire, pour les récits que ces objets anciens pouvaient raconter. Il ne s'agissait pas seulement de propriété ou d'honneur familial, il s'agissait de préserver quelque chose qui reliait le présent à un passé lointain. « Je dois voir les documents », dit Laura. « Les documents qui prouvent que ma grand-mère a reçu cette pièce légalement. Bien sûr, je peux vous en fournir des copies dans l'heure. Et je veux en savoir plus sur les autres collectionneurs, ceux que vous dites moins civilisés que vous. Je veux leurs noms, leurs antécédents, ce dont ils sont capables. » Jason resta silencieux pendant un moment. « C'est une conversation dangereuse à avoir au téléphone. Alors, nous en discuterons en personne, demain, dans un lieu public. » Laura fut surprise par sa propre assurance, mais le fait de savoir qu'Elena avait été honnête, que la pièce lui appartenait de droit, lui avait donné une nouvelle confiance en elle. « Et je veux voir le reste de la collection pour comprendre ce à quoi vous me demandez de participer. » « Vous négociez ?» Jason semblait impressionné. « Je vous ai sous-estimé, mademoiselle Davis. C'est souvent le cas, c'est l'un de mes atouts. » Jason rit, un rire qui, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, semblait sincèrement chaleureux. « Très bien, demain à 14 heures, au Metropolitan Museum, retrouvez-moi dans les galeries grecques et romaines. Et mademoiselle Davis ? Oui, apportez la pièce. Il est temps que vous voyiez où elle doit vraiment se trouver. » Après que Jason eut raccroché, Laura resta assise dans l'obscurité grandissante de son appartement, assimilant tout ce qui avait changé en une seule journée. Ce matin-là, elle était une serveuse en difficulté, avec des problèmes de loyer et sans perspective d'avenir. Ce soir, elle était propriétaire d'un artefact valant 20 millions de dollars et au centre d'un jeu à haut risque qu'elle comprenait à peine. Mais pour la première fois depuis que Jason Moore était entré dans le restaurant, Laura avait l'impression d'avoir un certain contrôle sur sa situation. Demain, elle apprendrait la vérité sur la pièce, sur la collection à laquelle elle appartenait et sur les forces qui se rassemblaient autour de son petit appartement dans l'ombre d'une richesse dépassant l'imagination. La pièce reposait dans son écrin sur sa commode, son or ancien reflétant la lumière des réverbères depuis sa fenêtre. Dans 12 heures, elle devrait décider de la vendre à Jason Moore pour 21 millions de dollars ou de la garder et d'affronter les conséquences de son refus à l'un des hommes les plus puissants du pays. Laura n'avait jamais pris de décision valant plus de quelques centaines de dollars. Demain, elle en prendrait une qui pourrait changer le cours de toute sa vie. Les galeries grecques et romaines du Metropolitan Museum s'étendaient devant Laura comme une cathédrale de marbre, chaque vitrine contenant des trésors qui avaient survécu à des millénaires. Elle était arrivée tôt, désireuse d'étudier les lieux et de calmer ses nerfs avant de revoir Jason Moore. La pièce pesait lourd dans son sac à main, enveloppée dans son velours familier, un poids secret qui semblait battre au rythme de son cœur. Elle avait passé la nuit à faire des recherches sur les pièces de monnaie de Constantin Solidus, plongeant dans les archives des ventes aux enchères en ligne et les catalogues des musées. Ce qu'elle avait découvert l'avait à la fois enthousiasmée et terrifiée. Ces pièces étaient légendaires parmi les collectionneurs, apparaissant si rarement dans les ventes que chaque apparition provoquait des remous dans le monde international de l'art. La dernière vente aux enchères publiques avait fait la une des journaux financiers, les enchérisseurs affluant des 6 continents pour se disputer une seule pièce. Laura s'arrêta devant une vitrine de pièces romaines, étudiant leur disposition derrière une vitre immaculée. Chacune était accompagnée d'informations détaillées sur sa provenance, documentant son parcours depuis l'ancienne monnaie jusqu'au musée moderne. La légitimité était claire, incontestable, protégée par l'autorité institutionnelle. « Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ?» Laura se retourna et vit Jason Moore s'approcher, habillé de manière plus décontractée qu'hier, mais toujours rayonnant de cette aura indéniable de richesse et de pouvoir. Il portait un pantalon sombre et un pull bleu marine, qui coûtait probablement plus cher que son salaire mensuel. Et ses yeux avaient la même intensité qu'elle avait remarquée au restaurant. « Elle raconte des histoires, » dit Laura surprise par son propre sang-froid. « Chacune d'elles est comme une capsule temporelle. » Jason sourit, et pour la première fois, elle vit une véritable chaleur dans son expression. « Exactement, vous comprenez ce que la plupart des gens ne voient pas. Ils voient la valeur monétaire et oublient que ces pièces sont des fenêtres sur des mondes perdus. » Il désigna une vitrine voisine contenant des pièces de monnaie de divers empereurs romains. « C'est pour cela que je collectionne, pas pour le potentiel d'investissement ou le prestige, mais pour le lien avec l'histoire. Lorsque vous tenez une pièce comme la vôtre, vous touchez quelque chose qui a été tenu par des personnes qui ont vécu la naissance du christianisme, la chute du paganisme,
la transformation d'un empire. Laura scruta son visage à la recherche de signes de manipulation ou de charme calculé. Mais sa passion semblait authentique, l'enthousiasme de quelqu'un qui avait trouvé le but de sa vie dans la préservation du passé. « Vous avez apporté les documents ?» demanda-t-elle. Jason acquiesça et fouilla dans un porte-documents en cuir. « Tout ce que vous avez demandé. Les papiers privés de mon grand-père, la correspondance avec votre grand-mère et la demande d'indemnisation originale qui a tout compliqué. » Il lui tendit un épais dossier et Laura l'ouvrit avec des doigts tremblants. Le premier document était une lettre datée du 15 mars 1963, écrite d'une écriture élégante sur du papier à en-tête portant les armoiries de la famille Moore. Au fur et à mesure qu'elle lisait, l'histoire de l'implication de sa grand-mère dans la famille Moore se dévoilait avec force détail. Elena Vasquez avait effectivement travaillé comme gouvernante en chef dans la propriété de Palm Springs pendant l'hiver 1962-1963. Elle avait été présente lors du cambriolage, avait aidé à répertorier les objets volés et avait fourni des informations cruciales sur des individus suspects qu'elle avait observés sur la propriété dans les semaines précédant le cambriolage. Son aide avait directement conduit à la récupération de plusieurs objets volés et à l'arrestation de 2 membres du réseau de voleurs. Mais c'est le dernier paragraphe de la lettre qui coupa le souffle à Laura. « En reconnaissance de votre loyauté et de votre courage pendant cette période difficile, j'ai le plaisir de vous remettre ce solidus de Constantin en gage de la gratitude de la famille Moore. Qu'il vous rappelle que l'intégrité et l'honneur valent plus que l'or, même si dans ce cas précis, vous possédez les deux. » La lettre était signée par Harrison Moore, le grand-père de Jason, et en dessous figurait la signature d'Elena accusant réception de la pièce. Laura leva les yeux et vit que Jason la regardait attentivement. Elle l'a mérité. Elle l'a plus que mérité. Elle a risqué son emploi et potentiellement sa sécurité pour nous aider. Mon grand-père voulait faire plus pour elle, mais elle était trop fière pour accepter ce qu'elle appelait de la charité. La voix de Jason trahissait une certaine admiration. « Elle était remarquable, votre grand-mère. Je me souviens l'avoir rencontrée une fois quand j'étais très jeune. Elle faisait les meilleures empanadas que j'ai jamais goûtées et me parlait comme si j'étais une personne à part entière, pas seulement l'héritier d'une fortune. » Cette connexion personnelle surprit Laura. « Vous l'avez rencontrée ? Plusieurs fois ? Elle a travaillé pour nous pendant près de 3 ans, pas seulement l'hiver où elle nous a aidés lors du cambriolage. Mon grand-père lui faisait entièrement confiance. » Jason fit une pause, son expression devenant complexe. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite a été si douloureux pour toutes les personnes concernées. Laura tourna la page et trouva des copies de documents d'assurance, de correspondances avec les enquêteurs et de ce qui semblait être des mémoires juridiques. L'histoire qui en ressortait c'était plus compliquée que celle que Jason avait initialement décrite. La compagnie d'assurance avait en effet menacé d'annuler l'ensemble de la demande d'indemnisation si elle découvrait que Harrison Moore avait donné l'un des objets supposés volés. Mais plutôt que de signaler immédiatement le cadeau à Elena, Harrison avait tenté de négocier avec les assureurs, arguant que la pièce était un paiement pour des services rendus plutôt qu'un bien volé. La compagnie d'assurance avait refusé d'accepter cette distinction. À ses yeux, tout objet déclaré volé et donné par la suite constituait une fraude. Ils avaient donné un ultimatum à Harrison, déclarer la pièce comme volée et aider à la récupérer ou faire face à l'annulation d'une demande d'indemnisation de 40 millions de dollars pour les autres pièces. « Il a choisi l'argent » dit Laura d'une voix neutre. « Il a choisi de protéger l'avenir financier de la famille » corrigea Jason. Mais il n'a jamais oublié le prix de cette décision. Il a passé le reste de sa vie à essayer de réparer son erreur. Laura feuilleta d'autres documents et trouva des preuves des tentatives de Harrison pour localiser Elena après qu'elle eût quitté leur emploi. Des détectives privés l'avaient suivie dans 3 États différents avant de perdre complètement sa trace. Il y avait des traces de dons faits à des organisations communautaires hispaniques, de bourses universitaires créées en son nom et même de tentatives pour la localiser par le biais de réseaux religieux. « Il ne l'a jamais trouvée », réalisa Laura. Elle ne voulait pas être retrouvée. Peut-on lui en vouloir ? De son point de vue, elle avait été loyale envers une famille qui avait récompensé son honnêteté en la traitant de voleuse. La voix de Jason trahissait un regret sincère. « Mon grand-père est mort en croyant qu'il avait trahi la seule personne qui nous avait vraiment aidés pendant cette période terrible. » Le poids de cette histoire s'abattit sur Laura comme une lourde couverture. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de collection, il s'agissait de culpabilité, de rédemption
et du genre de blessures qui peuvent traverser les générations. Les autres collectionneurs dont vous avez parlé, dit Laura en fermant le dossier. Parlez-moi d'eux. L'expression de Jason s'assombrit. Il y en a 3 que vous devez connaître. Marcus Chen, basé à Hong Kong, tente depuis 10 ans de monopoliser le marché des pièces de Constantine. Il est riche, patient et absolument impitoyable lorsqu'il s'agit d'acquérir ce qu'il veut. Il ne se soucie pas non plus particulièrement des subtilités juridiques. Laura sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il est connu pour acquérir des pièces par l'intermédiaire de personnes qui ne posent pas trop de questions sur leur provenance. S'il sait que votre pièce existe, il trouvera un moyen de se la procurer, que vous soyez disposé à la vendre ou non. Jason se rapprocha et baissa la voix. Il y a aussi Dmitri Volkov, un oligarque russe passionné par les pièces anciennes et qui n'a aucun respect pour le droit international. Il a été sanctionné par 3 gouvernements différents et dispose d'une équipe de sécurité privée qui fait également office de spécialistes en acquisition. Le musée lui sembla soudain moins sûr, moins public. Laura jeta un coup d'œil aux autres visiteurs, se demandant si l'un d'entre eux l'observait, rendant compte à des collectionneurs prêts à tout pour s'emparer de son héritage. Et le 3e, Isabelle Moreau, française, sophistiquée et totalement dépourvue de scrupules. Elle dirige un réseau de marchands et de faussaires à travers l'Europe et elle tente de reconstituer des séries complètes de pièces anciennes pour ses clients privés. Un solidus de Constantin manquant serait le joyau de sa carrière. Laura eut la bouche sèche. Comment ont-ils eu connaissance de cette pièce ? Le monde des collectionneurs est plus petit que vous ne le pensez et les nouvelles voyagent à la vitesse de l'argent. Lorsque j'ai commencé à me renseigner sur votre grand-mère il y a 3 semaines, d'autres personnes l'ont remarqué. Lorsque j'ai fait faire la réplique à des fins d'authentification, l'artisan auquel j'ai fait appel a des relations dans toute la communauté. La voix de Jason était grave. À présent, ils savent tous que la 12e pièce a refait surface et ils préparent tous des plans pour se la procurer. La réalité de sa situation s'abattit sur Laura comme une vague glaciale. Elle ne choisissait pas seulement entre l'offre de Jason et la conservation de la pièce. Elle choisissait entre la protection de Jason et le fait d'affronter une bande de criminels internationaux qui la considéraient comme un obstacle à éliminer. « Tu as orchestré tout ça ?» dit Laura, la prise de conscience la frappant comme une gifle. « Vous vous êtes assuré que les autres collectionneurs soient au courant de l'existence de la pièce afin que je n'ai d'autre choix que de vous la vendre. » Jason resta impassible, mais Laura perçut une lueur dans ses yeux qui pouvait être de la honte. J'ai fait des recherches par les voies officielles. J'ai suivi les protocoles appropriés pour authentifier et récupérer les biens familiaux. Si cela a attiré l'attention d'autres parties, c'était une conséquence inévitable d'avoir agi dans le respect de la loi. Foutaise! La voix de Laura était suffisamment venimeuse pour attirer le regard d'un agent de sécurité qui se trouvait à proximité. Tu aurais pu m'approcher discrètement, régler cela en privé. Au lieu de cela, tu as créé un véritable engouement, puis tu t'es présenté comme mon sauveur. Je me suis présenté comme le propriétaire légitime qui tentait de récupérer un héritage familial, dit Jason d'une voix plus dure. Tout ce que j'ai fait était légitime et honnête. Je ne peux pas contrôler ce que les autres collectionneurs font avec des informations qui sont déjà en circulation. Laura scruta son visage, cherchant la vérité derrière ses explications raffinées. Elle pouvait y voir le calcul, l'esprit stratégique qui avait bâti un empire de 12 milliards de dollars. Jason Moore ne prenait aucune décision sans avoir envisagé toutes les issues possibles, et la pression exercée par les autres collectionneurs servait parfaitement ses intérêts. Mais elle pouvait également y voir autre chose, une véritable inquiétude pour sa sécurité. Quels que soient les jeux auxquels il jouait, il semblait comprendre qu'elle était désormais en danger et semblait se sentir en partie responsable de cette situation. « Montrez-moi la collection, » dit Laura. « Je veux voir ce que vous me demandez de compléter. » Jason acquiesça et la conduisit à travers les galeries jusqu'à une aile plus calme du musée. Il sortit son téléphone et fit défiler un album photo privé, puis le lui tendit. Laura regarda les photos sur le téléphone de Jason, 11 pièces anciennes disposées en parfaite symétrie dans une vitrine climatisée. Chaque solidus de Constantin brillait de la patine des siècles, leur surface dorée racontant l'histoire de la transformation d'un empire. Mais c'est l'espace vide au centre qui attira son attention, un vide qui semblait vibrer de possibilités et d'intentions. « Cela fait 60 ans qu'il attend », dit Jason doucement, son obsession se dévoilant dans ces mots simples. Laura rendit le téléphone, sa décision se cristallisant avec une soudaineté saisissante. Il ne s'agissait plus d'argent, ni même de justice pour la mémoire de sa grand-mère.
Il s'agissait de comprendre que certaines choses devaient rester ensemble, que l'histoire méritait d'être préservée dans son intégralité, plutôt que d'être fracturée par la cupidité humaine et les circonstances. 25 millions, dit-elle d'une voix ferme malgré l'importance du moment. Jason écarquilla les yeux. J'en offrais 21. C'était avant que je sache pour Chen, Volkov et Moreau. Le danger coûte plus cher. Laura sourit, sentant le rapport de force entre eux basculer une dernière fois. À prendre ou à laisser. Jason tendit la main et Laura la serra, scellant ainsi un accord qui allait transformer sa vie à jamais. Mais alors qu'il traversait les galeries, passant devant des trésors qui avaient survécu aux conquêtes et au temps, Laura réalisa que le plus grand trésor n'était pas la fortune qu'elle avait gagnée, mais le fait de savoir que sa grand-mère était exactement la femme qu'elle avait toujours cru qu'elle était, honnête, courageuse et digne d'être commémorée. Parfois, les découvertes les plus précieuses ne se trouvent pas dans des tombes anciennes ou des caveaux oubliés. Parfois, elles se trouvent dans un coffret à bijoux sur la commode d'une chambre, attendant le moment opportun pour tout changer.